Nous y voilà. Je vais vous expliquer pourquoi, après 20 années de passion et de fascination, l'avenir de Disneyland, et en particulier Disneyland Paris, ne m'intéresse plus du tout. Comme beaucoup, j'ai été fasciné par les univers extraordinaires que Disney nous a apportés à travers ses créations originales et uniques qui ont forgé l'identité du parc. Mes attractions préférées sont celles qui sont comme un livre ouvert et qui demandent une certaine réflexion de l'imagination et de l'interprétation pour comprendre toutes ces histoires qu'il a à nous raconter. À la différence des attractions basées sur des films, où là le but est qu'on soit déjà familiarisé à 100% avec l'univers qui nous entoure. Ce qui est très bien, puisque ça joue sur la nostalgie, sur la prolongation du cinéma dans le réel, donc c'est extrêmement puissant. Mais je serai toujours plus fasciné par les attractions où je ne comprends pas tout de suite dans quel univers je me trouve. Le genre d'attraction où on peut en discuter des heures avec des amis, se demander ce qu'a signifié tel ou tel truc, comment est-ce que toi tu interprètes l'histoire, car Disneyland pour moi n'est pas juste du divertissement, mais c'est aussi de l'inspiration. Nous avons donc d'un côté les attractions basées sur des films pour nous divertir et réaliser nos fantasmes cinématographiques, et de l'autre les attractions originales qui sont certes un peu moins aguicheuses au premier regard, mais qui vont au-delà du divertissement et qui sont riches en inspiration. Et ces deux parties-là, pour moi, sont l'équilibre parfait de ce qui fait un parc Disney. Cependant, comme vous le savez, les dirigeants Disney nous ont expliqué que dorénavant, chaque futur projet dans un parc devra impérativement se baser sur l'un des films qui a le mieux marché au cinéma. Le parc n'étant pas rentable pour le moment, les projets visant à imaginer ce que serait le Disneyland de demain n'ont plus aucune raison d'être, la priorité étant de tout miser sur les attractions basées sur des films. Les prises de décision pour l'avenir du parc ne sont alors plus données aux créatifs, mais aux équipes marketing qui sélectionneront les meilleures licences du box-office. Et cela ne s'applique pas qu'aux futurs projets bien sûr, puisqu'ils ont expliqué aussi que même les anciennes attractions seront petit à petit mises à jour, updatées ou supprimées pour être remplacées par les films les plus connus sous propriété Disney. Alors je ne dis pas qu'ils ont tort de faire ça, je pense même qu'ils ont probablement raison. Mais par conséquent, cet équilibre qui me passionnait est rompu et je ne peux plus trouver entière satisfaction avec Disney. Je suis donc obligé maintenant d'aller voir ce qui se fait ailleurs pour aller trouver de vraies attractions originales qui vont me présenter un univers que je ne connais pas. Disney est donc maintenant tellement pris au piège pour investir qu'ils vont directement faire des sondages auprès des visiteurs pour leur demander ce qu'ils veulent voir à l'avenir dans le parc en fonction de leur film préféré. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Pendant des années, ils ont réussi à préserver cette force créatrice et artistique qu'était Disneyland. Et on pouvait aller expliquer aux gens que ce parc s'inspire de la culture, de l'imaginaire, de l'histoire, de la littérature. Un parc était considéré à la hauteur du cinéma et pouvait raconter ses propres histoires. Même quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans un parc Disney sait pourtant que le nom Space Mountain est assimilé à l'image iconique de l'attraction à sensation. Mais plus maintenant, puisque pour ceux qui ne savent pas, le fameux Space Mountain n'existe plus. Il a été remplacé en 2017 par le Star Wars Mountain. C'est la pire honte de l'histoire des parcs. Il n'y a pas meilleur moyen pour regarder le visiteur et lui dire « On s'en bat les couilles. T'as dit que t'aimais bien Star Wars, non? Ah bah, viens, approche, regarde. On a écrit Star Wars à l'entrée du manège là-bas. Allez, vas-y, c'est la grande nouveauté. » Heureusement, avec le plan des 2 milliards, il y a au moins une personne qui s'est levée et qui a dit « On arrête les conneries, on fait les choses proprement. » À un moment, j'ai vraiment cru qu'on allait finir comme ça. Et les amis, bienvenue sur la planète Tatooine. Accrochez-vous à vos chapeaux et vos lunettes. Bon, après, tout ce que j'aime moi, c'est-à-dire les attractions originales et surprenantes, ne font malheureusement pas partie de ce plan des 2 milliards, donc je dois quand même continuer à aller chercher mieux ailleurs. Donc, mon parc préféré, à la surprise générale, c'est maintenant le Puy du Fou. Je suis là. Dans le donjon. C'est le parc qui s'approche le plus de cet esprit novateur et audacieux qu'avait Walt Disney. Parce que chacun des projets du Puy du Fou viennent d'une envie, d'une idée, d'une sensation dans le cœur et dans l'âme de quelqu'un qui se dit « J'ai envie de raconter cette histoire parce que je la trouve belle et puissante. Et je mettrai tout mon cœur pour que le public ressente le même frisson que moi lorsque j'imagine mon histoire. » C'est ça que je recherche et que j'ai trouvé au Puy du Fou. Ils font tout l'inverse de ce que je n'aime pas chez Disney, donc c'est parfait pour moi. On nous dit dans cette société, dans le modèle dominant,
que ce qui commande, ce qui doit commander une aventure ou une entreprise, c'est le marketing, c'est le marché qui doit dicter sa loi. Au Puy du Fou, il n'y a pas de marketing. Ce qui guide le Puy du Fou, c'est l'artistique. L'intuition artistique préside toujours aux destinées du Puy du Fou. Nous suivons nos intuitions parce que nous voulons donner à nos visiteurs non pas ce qu'ils aiment, mais ce qu'ils pourraient aimer. Même Europa Park est plus intéressant pour moi que Disney, puisque, malgré quelques trucs parfaitement honteux, ils ont quand même créé leurs univers à partir de la culture du monde, donc j'ai plus de choses à découvrir et apprendre chez eux que chez Disney. Ou alors Fantasyland et Efteling qui poussent aussi très loin leur thématique, et ils réalisent même des courts-métrages sur YouTube pour raconter la storyline de leurs attractions. Des siècles ont passé depuis que les dieux marchaient parmi nous. Et donc, vous voyez, même sur ce point de la communication, des réseaux sociaux et de l'audace en général, c'est plus intéressant et plus créatif chez les autres que chez Disney qui stagne sur ses acquis. Le seul point où Disney reste imbattable et de loin, c'est dans leur performance en technologie animatronique. Your new dawn, leader the final sunset, on my people's suffering. Là, pour le coup, je resterai passionné de ce qu'ils font et je trouverai pas mieux ailleurs. Sans vouloir dire du mal des animatroniques de Nigloland, hein. Je suis le professeur Lambert. Voilà donc pourquoi Disney n'est plus mon parc préféré. Parce que je n'ai pas les mêmes attentes que le public du parc. Donc tous les projets sur des licences qui ont l'air grandioses et que j'ai envie de voir moi aussi ne me suffiront pas. Ce qui m'amène à parler de ce dernier point. Le public. Disney a fait un sondage auprès du public pour leur demander ce qu'ils pensaient de la Tour de la Terreur. 92% d'entre eux ont dit qu'ils ont adoré l'attraction, mais pratiquement tout le monde a fait exactement la même remarque. Ils disent qu'ils ne comprennent pas où est le rapport avec un film Disney. Donc le marketing va donner aux gens ce qu'ils veulent. Exemple. Le Wild West Show, la légende de Buffalo Bill. Le spectacle le plus célèbre de l'histoire d'Amérique, créé en 1883 et repris plus tard par Disney, a un jour été obligé de changer de nom pour finalement s'appeler aujourd'hui le Wild West Show avec Mickey et ses amis. Parce que le public ne trouvait pas de rapport avec Disney. Je comprends rien, j'aurais dû aller au parc Astérix. Certains Imagineers ont même parfois fait connaître leur mécontentement, et l'un de ceux-là est en train de mobiliser tout le monde pour faire construire un parc indépendant, libérant alors tous ces projets qui n'auraient jamais pu voir le jour chez Disney. Cette arrivée massive des licences dans les parcs s'est vraiment accélérée chez nous ces dernières années, et ça a beaucoup fait parler. Mais tous les débats qu'on peut avoir sur ce sujet, que ça soit entre fans, entre potes, entre cast members, finalement tournent toujours autour d'une seule et même question. Quel est le rôle d'un parc Disney aujourd'hui ? Certains diront que Disney est avant tout une entreprise et doit donc donner aux clients ce qu'ils demandent, et d'autres diront que de par son histoire et ses origines, un parc Disney en plus des films doit aller au-delà de ce que le public attend de lui. Mais tant que le parc ne sera pas parfaitement rentable sur le plan financier, la question de la créativité devient alors totalement superficielle. La priorité étant de survivre, seuls les univers populaires comptent, et les projets originaux n'auront alors stratégiquement plus leur place chez Disney. Je terminerai donc cette vidéo en disant que l'avenir de Disneyland a échappé depuis longtemps à ses créateurs. Il appartient désormais au public. C'était un très gros sujet que je voulais aborder avec vous depuis plus de 2 ans. Rassurez-vous, Disneyland Paris et son histoire restera ma source principale d'inspiration et m'accompagnera probablement toute ma vie. C'est simplement son avenir qui ne m'intéresse plus, puisque plutôt que de provoquer l'inspiration, il se cantonne juste à un rôle de divertissement.
J'attends avec grande curiosité vos retours et vos commentaires, plus que cette vidéo aura bientôt le droit à une deuxième partie où je lirai vos avis et vos réactions et on pourra discuter du sujet ensemble. D'où l'intérêt de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et à très bientôt. Le pire des trucs qui existent dans notre métier, c'est le marketing. Et le marketing vient du fait d'essayer de plaire selon ce que les gens attendent. Un artiste ne donne pas aux gens ce qu'ils attendent, il donne ce dont ils ont besoin. Mais c'est une chose qu'il doit soupçonner et savoir par-dessus le public. Le public est absolument incapable de dire ce qu'il veut. Parce qu'en fait, il va vouloir un truc qu'il a déjà vu, il va vouloir un truc qu'il croit aimer, et en fait, son premier besoin au public, qu'il le sache ou non, c'est d'être surpris par quelque chose auquel il ne s'attendait pas et avec qui il n'avait aucune familiarité.